La marche qui se déroule aujourd'hui est très symbolique. Elle relie la rue d'Enghien à la rue Lafayette dans le 10e arrondissement à Paris. Les deux lieux où se sont déroulés les attentats qui ont causé la mort en 2013 à 3 militantes kurdes rue Lafayette et il y a quelques jours seulement ici à 3 militantes et militantes du Conseil démocratique kurde de France. Nous allons dans cette vidéo chercher à comprendre ce qu'il s'est passé, à tirer le fil de ces 10 années ici en France mais aussi en Europe pour comprendre quels sont les enjeux qui se cachent derrière ces assassinats. L'une des femmes assassinées en 2013 était Sakineh Jansiz. Sakineh Jansiz, c'était la pionnière du mouvement des femmes kurdes. Elle faisait partie des fondateurs et fondatrices du Parti des travailleurs du Kurdistan. Elle a beaucoup aussi souffert de la répression de l'État turc puisque pendant le coup d'État de 1980, elle avait été emprisonnée dans une prison, la prison de Diyarbakir en Turquie, qui est connue pour avoir été une prison où les tortures et les disparitions en fait, de prisonniers et prisonnières politiques avaient été à l'époque très dures. À sa sortie de prison, elle est partie dans les montagnes du Kurdistan. Elle a participé aussi à l'organisation des forces armées des femmes de la guérilla. Donc Sakineh Jansiz, c'était un symbole, elle était déjà une légende quand elle était vivante. Fidan, qui était aussi connue de toutes et de tous, et ici en France ou même en Europe, partout où l'on va, les gens vous parleront de Fidan parce que Fidan, vraiment, c'était quelqu'un qui rayonnait. Elle essayait toujours de montrer le plus beau de cette lutte. Leyla Şailemeh, c'était la jeunesse des femmes kurdes. Donc c'est 3 générations de femmes aussi, ça c'est important de le dire, qui ont été touchées par ce triple assassinat. On sait très bien qu'il y a des intérêts derrière, mais ce qu'on veut savoir, c'est qui planifie ces féminicides organisés. Très vite, un suspect a été arrêté, il s'appelle Ömer Güney. La police s'est aperçue que c'était la dernière personne à avoir vu Sakineh Jansiz vivante, c'était son chauffeur. Et Ömer Güney était donc un jeune homme d'une trentaine d'années, turc, qui avait grandi en France et qui avait rejoint le mouvement kurde très récemment, 2 ans avant, en disant qu'il venait d'une famille turque nationaliste, mais qui en fait était une famille kurde et qu'il était à la recherche de ses origines kurdes qui avaient été niées. Au début, les enquêteurs sont plutôt sur la piste du règlement de compte entre Kurdes. Donc au début, ça n'avance pas énormément. Et puis la juge d'instruction demande une deuxième expertise de la voiture qui conduisait. Et en cherchant un peu mieux, la police trouve derrière l'autoradio le passeport d'Ömer Güney qui était caché. Et sur ce passeport, il y a plusieurs entrées en Turquie les mois précédents les assassinats. Donc il a fait des voyages en Turquie dont il n'avait absolument pas parlé. Donc là, effectivement, ça commence à prendre une autre tournure. Début 2014, donc 1 an après le triple assassinat, là, c'est des informations qui viennent de Turquie, sont mises sur Internet, un enregistrement sonore avec 3 voix. On entend Ömer Güney qui explique comment il va s'y prendre pour éliminer des dignitaires du PKK. La même semaine, les journaux turcs reçoivent aussi une lettre un ordre de mission classé confidentiel qui est présenté comme une note étant issue des services secrets turcs, qui est daté du mois de novembre 2012, où cet ordre de mission ordonne les préparations pour assassiner Sakineh Jansiz. Donc ça, c'est des éléments qui viennent de Turquie, donc qui accréditent la thèse de lien entre le suspect présumé et une organisation, possiblement les services secrets turcs. Le mythe est actif partout, dans le monde entier. Les gens du mythe, il y en a en Uruguay, en Nouvelle-Zélande et en Norvège. Donc il faut vraiment comprendre que il y a une globalisation de ce service et une projection dans tous les pays. Sur le sol européen particulièrement, parce qu'il y a une diaspora. Donc il est très actif dans les pays où il y a une forte diaspora turque. Donc l'Allemagne, la France, et par extension, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse. Voilà, c'est les principaux lieux de cette diaspora turque. Mais on voit aussi que le mythe est très actif dans les Balkans, par exemple. La Bosnie, la Serbie, la Bulgarie, tous ces pays-là. En Pologne, en Italie. Il y a vraiment une présence globale. 2013, c'est une opération couronnée de succès pour le mythe. Ils ont été beaucoup plus discrets, mais très actifs dans beaucoup d'autres affaires. Donc en Allemagne, on s'est aperçu de l'ampleur des activités d'espionnage. Un seul exemple, en 2020-2021, sur 2 ans, la justice allemande a ouvert 22 affaires d'espionnage liées au service secret turc. Ça montre une activité très importante. Les services de renseignement allemands ont, depuis plusieurs années, alerté sur cette activité des services secrets turcs sur leur sol. Alors,
qui utilise, comme je le disais, à la fois les réseaux religieux. On connaît le Millî Görüş, par exemple, qui est une organisation islamiste. On a également d'autres organisations comme les Loughri, qui est une organisation paramilitaire d'extrême droite, liée donc au MHP, qui est ce parti nationaliste. Aujourd'hui, Erdogan est en train de s'appuyer sur ces réseaux-là pour renforcer son emprise sur le territoire européen. Alors ça a plusieurs intérêts pour ça. C'est d'abord le contrôle de la diaspora turque. Elles ont une fonction également électorale, puisque depuis 2014, les Turcs de l'étranger votent pour les élections nationales. Donc Erdogan sait que c'est un vivier de plusieurs millions de voix pour lui. Et puis troisième avantage, c'est d'avoir un levier de négociation, un levier parfois de menace, de chantage sur les pays européens, puisque cette diaspora turque et à travers elle, les réseaux clandestins des services secrets lui permettent de peser sur le débat public européen, de s'infiltrer dans les institutions, de parfois transformer les lois. On l'a vu en Suède récemment, c'est que les pressions que la Turquie a fait sur l'entrée de la Suède dans l'OTAN ont permis à Erdogan de commencer à faire modifier à la Suède sa tradition d'asile politique, ce qui n'est pas rien quand même. La Suède, l'asile politique, bon voilà, on touche vraiment là au fondement des valeurs européennes et la Turquie a réussi à modifier ça pour se faire expulser vers la Turquie des réfugiés kurdes. Donc on voit que c'est quelque chose qui est efficace, qui fonctionne, qui a des résultats. En France, il y a aussi des tentatives d'intrusion dans les institutions religieuses, par exemple, le contrôle de l'islam de France. On sait que les Turcs se sont impliqués très fortement dans le Conseil français du culte musulman. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'exemples qui confirment ça et qui montrent une activité extrêmement forte, même si elle est discrète, des services turcs sur le sol européen. Le peuple kurde existe entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. C'est un peuple à qui on avait fait miroiter la création d'un État à la sortie de la Première Guerre mondiale, promesse qui n'a pas été tenue par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Mais la revendication est d'autant plus légitime que la culture kurde est une réalité, sur les langues qui peuvent être parlées, sur les modes de vie, sur les façons de construire leur avenir. Ils donnent aujourd'hui l'exemple, notamment dans ce qu'on appelle le Rojava, c'est-à-dire le Kurdistan syrien, de la manière dont pourrait s'administrer leur territoire à l'intérieur d'un État-nation comme la Syrie ou la Turquie ou l'Irak ou voire même l'Iran. La ville de Kobané a été assiégée dès l'été 2014, avec y compris l'arrivée de djihadistes étrangers qui ont transité par la Turquie et qui, profitant des territoires tenus par Daesh à la frontière avec la Turquie, sont allés combattre là. C'est à ce moment-là que, me trouvant en Turquie, étant envoyé spécial de l'humanité en Turquie, j'ai réussi à passer à Kobané et à me retrouver avec les combattants kurdes, et la ville a failli tomber, si ce n'est que les combattants kurdes ont fait preuve d'un courage et d'un héroïsme exemplaire, aidés aussi notamment par les combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui sont venus les soutenir, les former et finalement repousser Daesh. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, est aujourd'hui sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne et des États-Unis, et c'est une décision incompréhensible de la part de l'Union européenne quand on sait que le PKK a été un des fers de lance du combat contre Daesh. Au moment de Kobané, on a connu un grand soutien populaire en France, des manifestations énormes, avec des élus qui se sont aussi mobilisés, des élus, certains élus nationaux, des élus locaux. Donc ça a été, on peut dire, un tournant dans la résistance et dans le regard que l'opinion française a porté sur cette diaspora, sur ce peuple. France Kurdistan, c'était une promesse d'action, de solidarité pour obtenir la justice et la vérité. La vérité, on l'a en partie, parce qu'on sait que les services secrets turcs sont impliqués dans ces crimes, et on pense très fort que cette fois-ci, ils ont renouvelé l'opération. Et ils l'ont fait parce que ça reste impuni. Est-ce que oui ou non, dans un État de droit, on accepte le crime d'État? Si on ne l'accepte pas, alors ça concerne toutes les institutions, tous les élus, nationaux, territoriaux, locaux. Ça concerne la population, ça concerne le fonctionnement, pas seulement du gouvernement, mais de l'État. Emine Kaya, dont son nom kurde, son nom de combattante était Evin Goyi, était une pionnière de la lutte du mouvement des femmes kurdes, du mouvement des femmes libres du Kurdistan.
C'est une femme qui a d'abord grandi dans le camp de réfugiés de Marmour, au sud Kurdistan, car elle fait partie de ces familles kurdes qui ont été poussées par l'État turc à l'exil vers la fin des années 80. Donc elle a grandi dans le camp de réfugiés de Marmour. Par la suite, elle a rejoint la lutte kurde et en dernier, elle a combattu contre Daesh, notamment à Raqqa, où elle a été grièvement blessée. Et une fois sommairement soignée là-bas, elle était revenue en France pour être soignée. Evin Goï, c'est une pionnière de la lutte des femmes libres, de ces femmes qui ont clamé le slogan justement « Femme, vie, liberté » qu'aujourd'hui on entend dans toutes les rues du monde entier. C'est une femme qui a donc opté pour cette philosophie. Si les femmes ne sont pas libres, la société n'est pas libre. Donc en visant Evin Goï, nous disons qu'il ne s'agit pas de l'attaque d'un raciste, d'un homme déséquilibré, d'un loup solitaire qui serait venu s'attaquer au centre démocratique kurde, car venir s'attaquer au centre démocratique kurde en lui-même constitue un acte politique, car c'est la vitrine des Kurdes en exil. Shirin Aydin Mirperwer, donc ce chanteur, qui avait été jugé et condamné en Turquie, père d'un petit garçon qui était venu parce qu'il n'avait pas pu chanter ou faire son art dans son pays, dans les terres qu'il avait vu naître. Et il avait obtenu l'asile politique ici en France. Il a été froidement abattu. Et Abdurrahman Kızıl, la personne qui était plus âgée, était ce qu'on appelle un Kurde patriote. Un Kurde qui avait été contraint de quitter sa terre justement à cause de la répression menée sur le peuple kurde et qui avait donné pratiquement tout son temps à la lutte kurde. Il était au centre, on ne va pas dire tous les jours, mais pratiquement tous les jours. Il était là à être aux côtés des gens qui arrivaient, à les écouter et à se lever à partir quand il y avait des actions auxquelles il participait. Un homme qui était un Kurde déraciné et qui essayait ici au centre de trouver un petit peu de lien avec des gens de sa région, de sa langue, de sa culture. La Turquie veut nous dire ils peuvent venir nous assassiner, ils peuvent venir nous abattre, ils peuvent venir nous tuer. C'est le message que nous on comprend par le biais de ces assassinats. Mais quel est le message que l'État français comprend par ces assassinats? Parce que je pense aussi que les Kurdes n'ont pas été la seule victime de ces assassinats. Je pense vraiment que la France aussi a été prise pour cible à travers ces assassinats. C'est la raison pour laquelle je tiens encore une fois à faire appel au gouvernement et à l'État français de faire toute la lumière sur cette affaire et de ne pas la jeter dans les oubliettes comme ça a été le cas en 2013. Le 9 janvier 2013, 3 femmes kurdes ont été assassinées. Depuis, l'affaire a été classée secret défense. Malgré la volonté du juge d'instruction qui essaye d'accéder aux documents qui sont en la possession des services de renseignement intérieurs et extérieurs, l'État français, les gouvernements successifs n'ont pas permis la déclassification de ces documents. Et on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'État français, pourquoi est-ce que les gouvernements successifs ne souhaitent pas que ces informations qui sont en leur possession ne soient divulguées, ne soient partagées avec les autorités judiciaires? Les autorités turques font très clairement pression sur la France. Nous l'avons vu dès le premier instant des mobilisations qui ont eu lieu ici à Paris et ailleurs en France. L'ambassadeur français en Turquie a été convoqué au ministère turc des Affaires étrangères parce que des élus de la République auraient participé à nos manifestations pour demander la vérité et la justice. L'ambassadeur français a été convoqué parce que le ministre nous a reçus. Le ministre de la Justice a reçu des représentants du Conseil démocratique kurde en France. Imaginez-vous des autorités turques qui mettent la pression ainsi contre la France, contre les élus de la République en France. Imaginez-vous de quoi ils seront capables contre les Kurdes.